Un grand merci à la filière de santé maladie rare FAI2R de m'avoir invité à présenter les actions du PNMR4. Vous êtes au cœur de ces prochaines actions. On a un historique évidemment qu'on va accompagner, mais je voulais saluer l'engagement de beaucoup de personnes de la filière FAI2R et de nos autres filières de santé maladie rare qui ont participé au groupe de travail. Vous savez que ça a nécessité plusieurs des travaux intenses avec 15 groupes de travail, 300 personnes mobilisées sur 4 axes qui étaient travaillés en tandem à chaque fois avec le soin et la recherche. Ce PNMR4 a été coordonné les actions avec 2 personnes qualifiées, avec Agnès Linglard pour le soin et Guillaume Cano pour la recherche. Et on avait 4 sous-axes, 4 axes de travail, un sur le parcours de soins, un sur le diagnostic, un sur les traitements et la dernière partie plus sur les infrastructures, biobanques, collecte de données, etc. À chaque fois, on avait un fil rouge sur le soin, sur la recherche, sur la collecte des données et sur l'Europe, les enjeux européens étant extrêmement importants pour nous dans le 4e plan national maladie rare. Donc, on ne part pas de rien. Il faut rappeler qu'on a quand même 20 ans d'historique, 20 années avec la base, la fondation, c'est la labellisation des centres experts, des centres de référence maladie rare. Et à chaque fois, il faut avoir en tête que cette labellisation des centres passe par une labellisation à la fois du parcours de soins, bien sûr c'est la clé, c'est de voir du malade, mais ça s'accompagne de la recherche et donc je dirais que c'est le critère le plus stringent, c'est vraiment ce critère de recherche, d'avoir un programme, un projet de PI au niveau national et des publications en premier et dernier auteur. Je vous dis ça, c'est pas complètement anodin, vous êtes une filière dynamique où il y a eu de nouveaux centres de référence, des centres de compétences sont passés centres de référence. La labellisation, c'est tous les 5-6 ans, donc on prévoit une prochaine labellisation en 2029. Les projets de recherche prennent du temps, donc c'est un petit clin d'œil pour vous dire que sur ce sujet recherche, il faut s'y mettre, je pense, dès maintenant, si vous souhaitez consolider et travailler pour les nouveaux centres et consolider aussi la labellisation, la prochaine labellisation pour les CRMR de la filière FAI2R. On a eu, bien sûr, on s'adosse maintenant depuis plus de 10 ans, notre travail de déploiement des actions du plan est vraiment aidé depuis qu'on a des filières de santé maladie rare. C'est extrêmement utile pour faire de la coordination, pour pouvoir implémenter ce qui est demandé dans le plan national maladie rare, et puis nous aider aussi à structurer la data, à faire des guides de codage, à porter des programmes, des PNDS, également des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Et là, je fais une petite parenthèse, puisque la filière FAI2R a été très moteur pour justement démontrer tout le bénéfice et continue par rapport à l'éducation thérapeutique du patient pour les aidants et puis les programmes de IETP. Donc voilà le paysage pour le 2e plan maladie rare, en ne ratant pas, je dirais, la Fondation maladie rare aussi, où je les salue pour les projets, notamment en sciences humaines et sociales, qu'ils ont pu porter, ou bien leur club POC aussi, des preuves de concept extrêmement inspirants, avec les SAT également. Donc c'est des sujets dont on partage les enjeux dans le 4e plan maladie rare aussi. Et puis le 2e plan maladie rare avec la mise en place de la Banque nationale des données maladies rares, je dirais toute une structuration de la data qui n'est pas, je pense qu'on n'a pas à rougir sur ce point-là. On a une force de frappe extrêmement structurée et organisée grâce à ce maillage, grâce à vous, centre de référence, centre de compétences, mais pour pouvoir collecter la donnée de santé maladie rare. Le 3e plan maladie rare a vu arriver une échelle territoriale avec les plateformes d'expertise maladie rare et les plateformes de coordination outre-mer. Extrêmement important aussi le déploiement de notre politique nationale des données maladie rares au niveau local. Et puis le 4e plan maladie rare qui embarque des enjeux
je dirais, industrielle, puisqu'on avait un plan maintenant national maladie rare qui est porté aussi avec la Direction générale des entreprises, avec le ministère de l'Industrie. On a des enjeux au niveau des partenariats publics-privés également, et donc et puis les enjeux pour consolider aussi ce qu'on avait porté dans le troisième plan. L'idée n'étant pas d'arrêter les appels à projets d'éducation thérapeutique du patient et de PNDS, mais il y a d'autres sujets qui ont émergé dans ce quatrième plan maladies rares, notamment autour des tests fonctionnels, par exemple, mais également d'autres sujets de peut-être mutualiser des équipes ETP, de porter au niveau des plateformes peut-être des équipes qui pourraient aider le dernier kilomètre pour faire des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Et donc, on ne manque pas d'idées pour ce quatrième plan maladie rare. Donc, comment un plan émerge et comment est-ce qu'il sort? Pour un plan interministériel, on a besoin d'avoir une réunion interministérielle. Donc, c'est une réunion qui est organisée au niveau du Premier ministre, c'est au niveau de Matignon. Et l'idée est de mettre autour de la table toute la coordination de nos trois ministères sur les enjeux du plan. Donc simplement, évidemment, je ne rentre pas dans les détails, mais c'était important que vous sachiez que ce quatrième plan maladie rare a été lancé le 25 février et nos trois ministres, Catherine Vautrin, Yannick Neuder et puis Philippe Baptiste, sont restés captifs, je dirais, pendant plus de 2 heures et ont vraiment été là du début jusqu'à la fin pour soutenir ce lancement du plan national maladie rare. Et je pense que c'est une grande chance pour nous d'avoir leur soutien et vraiment ils l'ont manifesté. Et je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, ils continueront à le manifester. Donc c'était important. Et donc on avait des tandems avec des mini tables rondes et donc la filière FAI2R était bien présente avec la présence d'Alexandre Bello sur l'axe 3 pour la partie médicaments et en lien avec l'Agence de l'innovation en santé. Et puis bien sûr, le mot des associations est essentiel et une conclusion par Catherine Vautrin. Donc c'était important. Notre plan, c'est pas anodin, il a un titre, il a un sous-titre, puisqu'on a voulu l'appeler des territoires vers l'Europe. En fait, on a vraiment pointé les enjeux des territoires, de la déclinaison au plus près des patients. Donc, tout le rôle renforcé dans ce quatrième plan maladie rare des plateformes d'expertise maladie rare et des plateformes de coordination outre-mer. Et on souhaite avoir des appels à projets dédiés pour ces plateformes. Et puis, les enjeux européens, puisqu'on a aussi une action conjointe européenne qui s'appelle Jardin, qu'on développe. On pilote le work package sur le data management. Donc, on a des enjeux autour du partage des données au niveau national et comment on envoie ces données au niveau européen, dans les registres européens des ERN. Donc, c'est quelque chose qu'on pilote avec la BNDMR, mais aussi avec des partenaires européens et on couvre pour quasiment l'ensemble des pays européens qui vont être embarqués. Et ce qu'il nous faut, c'est aussi tout le travail avec les hôpitaux, avec les DPO, à partir du moment où on va parler de data. Donc ça, c'est pour ça qu'on a voulu insister sur ces enjeux européens. Cette gouvernance, elle avait déjà été rappelée au premier communiqué de presse il y a 1 an, au moment où on avait officialisé le financement de plus de 36 millions d'euros des centres de référence maladies rares pour accompagner l'augmentation de 28% de centres. Donc, on avait déjà la présence de l'industrie et heureusement, ça a été confirmé là au moment du lancement du quatrième plan maladie rare. Alors, comment ce plan va se projeter, va s'organiser? On a toujours nos 4 axes, on n'a pas bougé finalement. On a préféré garder ces 4 axes où les groupes de travail avaient œuvré. Et puis, à l'intérieur, on a des objectifs et des actions. Donc, on a du travail à faire. On a réussi à aller chercher des financements supplémentaires pour pouvoir accompagner de nouveaux appels à projets. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur le site du ministère, vous avez aussi les communiqués de presse, celui de l'an dernier et puis surtout celui de cette première année. Et donc, en fil rouge, avant chaque axe que je vais vous présenter, et vous aurez une première slide qui reprend un peu le verbatim de nos ministres, ce qu'ils ont pu dire dans notre dernier communiqué de presse au moment du lancement du plan. Et donc, je mettrai après un petit logo de FAI2R pour bien faire le lien avec la filière de santé maladie rare. Et
Dans les mois qui viennent, la filière ne va pas non plus chômer parce que, comme je vous l'ai dit, la filière nous aide et c'est le bras armé pour déployer nos actions du plan et c'est vraiment une coordination qu'on essaye d'avoir entre la mission maladies rares et les filières de santé maladies rares. Donc notre premier axe sur le soin, parcours de vie et de soins du PNMR 4 va porter sur tout un travail sur l'amélioration de l'accès aux soins dans les centres experts, un travail sur la coordination entre les structures hospitalières et les soins de vie. On a des sujets, par exemple, autour de l'article 51, des déploiements d'article 51, l'optimisation du parcours de santé des patients en renforçant toujours l'éducation thérapeutique du patient. On a de nouvelles problématiques qui ont émergé dans ce 4e plan maladies rares, notamment le sujet du vieillissement. C'est quelque chose qui est ressorti très fortement et donc on aura très certainement, en tous les cas, mention de ce sujet-là quand on fera nos appels à projets d'éducation thérapeutique du patient. Mais on est aussi sur la réflexion qu'il doit y avoir pour améliorer les périodes de transition qui peuvent être des périodes de rupture et donc qui permettent malheureusement d'assister à des décrochements et le fait que des patients peuvent s'éloigner des centres. Et donc c'est toute la transition enfant-adulte, ça on la connaît, et on a parlé du vieillissement et on a aussi toutes les problématiques autour de la grossesse aussi dans le champ des maladies rares. Donc on s'appuiera aussi dans ce parcours de soins sur des collectes de données dans le soin de façon à pouvoir étayer et asseoir nos politiques. Donc cet objectif 1 pour améliorer le parcours de soins du patient à l'hôpital repose énormément sur la nouvelle labellisation de plus de 28% de centres de référence maladies rares. On a un enjeu aussi qui est issu des assises de pédiatrie. Alors c'est intéressant parce qu'avec la filière de FAI2R, on sait que Alexandre Bello avait coordonné le groupe recherche des assises de pédiatrie. On a des enjeux par rapport à la valorisation des services de pédiatrie pour les soins complexes, pour les soins les plus compliqués. Et en fait, on retrouve dans ces soins complexes très souvent, bien sûr, bien majoritairement, la question des maladies rares. Et donc, on ne porte pas la mission maladies rares en direct ce sujet-là, mais avec un autre bureau au ministère, il s'oriente de pouvoir repérer les bons services en s'appuyant sur la labellisation de nos centres de compétences maladies rares et nos centres de référence maladies rares. Donc c'est extrêmement, puisqu'on a des labellisations qui sont quand même très carrées avec des critères vraiment bien formalisés et ça c'est un plus. Donc c'est pour ça qu'on a pu le mettre dans le PNMR 4 comme une des actions du PNMR 4, accompagner et développer des parcours de soins complexes en pédiatrie à l'hôpital. On a tout un sujet aussi autour de comment faire pour soutenir le temps médical des médecins, comment les accompagner avec des chefs de projet, la reconnaissance de ces métiers, comment pouvoir créer des parcours et des métiers d'accompagnement aussi, en organisant le parcours de vie, de soins entre l'hôpital et le domicile et la ville. Nous avons toujours le sujet des urgences qui est important et qu'on garde par rapport au 3e plan maladies rares. Et puis, pour renforcer cette coordination ville-hôpital, on a mis l'accent dans le PNMR 4 encore plus sur les plateformes d'expertise maladies rares et les plateformes de coordination outre-mer. On a voulu, dans ce 4e plan maladies rares, mettre bien le point aussi avec le lien avec les URPS, avec les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Et puis, je sais que la filière FAI2R, notamment Alexandre Bello, porte un sujet d'article 51 qui est encore à mi-parcours, il me semble, mais on est avec un projet qui était arrivé en fin de parcours pour l'article 51 AFM Téléthon en Corse et qui traite en fait des cas les plus lourds en termes de handicap. Et donc on est dans une période de transition en ce moment pour 18 mois et on doit se projeter à la fin de ces 18 mois pour voir comment on embarque ce sujet qui est plus un sujet centre de référence ou centre de compétences maladies rares, domicile du patient. C'est un sujet qui va s'adresser
aux handicaps les plus lourds, quand le patient, et on pense spontanément à la SLA évidemment, mais on a aussi des maladies pédiatriques évolutives très rapidement, où les enfants sont douloureux, ils sont vraiment très très polyhandicapés. Et donc l'idée est de pouvoir voir comment faire un peu nos consultations avancées presque entre l'hôpital et le domicile. Donc on a aussi à se projeter sur la suite de cet article 51. Il y a également un article 51 dans le 34 qui s'appelle Handiconsulte. Donc on est vraiment sur le champ du handicap, mais ce sont des nouveaux outils qu'on souhaite vraiment pouvoir accompagner le plus possible dans la suite pour le PNMR 4. On a également toujours dans cet axe 1 mis l'accent sur le TP. On a vu qu'on va continuer évidemment à soutenir des programmes ETP et puis bien soutenir aussi, de voir pour faciliter, et ça c'est la DGS qui coordonne le sujet de l'éducation thérapeutique du patient, mais comment faciliter, je dirais, le déploiement de programmes ETP à partir du moment où il est validé dans une ARS. Et en fait, dans l'enregistrement d'un programme ETP, on doit travailler à une facilitation pour déposer le programme ETP en même temps dans plusieurs ARS. Comme ça, la filière FAI2R ayant un réseau important, c'est quelque chose qui peut aussi aider au déploiement des programmes ETP au niveau national, puisque finalement, on aura facilité le déploiement de ces programmes au niveau des ARS. Donc ça, c'est important. Pour terminer sur cet axe 1, toujours, on va être pour les guides de bonne pratique, les PNDS, l'importance de construire des dossiers de transfert également. C'est quelque chose qui a été évoqué, qui avait été souligné, vous verrez dans les slides que vous aurez dans la partie en vert. On a eu l'avis du Haut Conseil de la santé publique. Alors, il faut savoir entendre les critiques pour pouvoir s'améliorer. Donc, on essaye dans le PNMR 4 pouvoir s'améliorer. Et donc, ils ont pointé le fait que les centres de référence, mais aussi les centres de compétences maladies rares, devaient vraiment aider, on ait vraiment une articulation à la fois dans la santé, mais aussi au niveau sanitaire, social, médico-social. Il y a toute une coordination entre différents acteurs qui doit être renforcée. Et c'est là où des postes comme des chefs de projet dans les centres de référence peuvent vraiment aider à soutenir ces actions-là avec des articulations ville-hôpital, et puis le lien avec nos plateformes d'expertise maladies rares qui sont quand même maintenant 19 dans l'Hexagone et 4 outre-mer. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir au niveau des établissements des liens très forts. Donc si vous ne connaissez pas encore votre plateforme, je vous invite à vous rapprocher d'elle, parce que elle est vraiment là pour être votre soutien et vous aider en transversalité à porter des sujets maladies rares. Donc, on a un point pour toujours mieux sensibiliser, informer. Ce qui a été vu également dans le 4e plan maladies rares, je dirais, c'est qu'on est insuffisant sur l'amont, l'arrivée dans le centre de référence. Il y a encore trop de temps d'errance de diagnostic sur cet amont. Donc, comment mieux faire la sensibilisation, l'information des soins primaires, de cette médecine de ville, des spécialistes, des médecins traitants. Je sais que les filières de santé maladies rares travaillent étroitement et communiquent lors de congrès avec la médecine générale, c'est important, mais on doit continuer à vraiment travailler ce volet-là dans le 4e plan maladies rares pour pouvoir diagnostiquer et en tous les cas orienter surtout plus rapidement vers les centres experts qui porteront et qui poseront le diagnostic. Donc c'est toujours ce lien ville-hôpital pour renforcer cette sensibilisation, et on va travailler sur ce sujet-là avec bien sûr des filières, mais c'est beaucoup porté par l'Alliance maladies rares et maladies rares Info-Service qui vont nous aider à structurer tout ce travail. Il y a déjà un travail avec les filières qui a été entamé là-dessus. Le statut du patient partenaire, on ne peut pas passer à côté. On a de plus en plus d'établissements, je pense à Lyon, je pense à Toulouse, à Nice, qui déjà ont des patients partenaires au niveau de l'hôpital pour pouvoir aider à intervenir sur ces sujets-là.
C'est quelque chose que nous, on a financé depuis le début pour les filières. Elles ont des crédits et là-dessus, elles peuvent former des patients partenaires. C'est important aussi et on doit aussi travailler très certainement. C'est une demande des associations. Comment on fait pour valoriser ce temps de travail, valoriser aussi cette énergie et même valoriser d'un point de vue financier cette action. Dans cet axe 1, on a des enjeux de recherche aussi, on a des enjeux de faire le lien pour la collecte de données avec mon espace santé, pour renforcer le partage d'informations, comment on fait pour mettre les documents ad hoc qui sont vraiment importants pour donner la visibilité pour le patient maladie rare, pour pouvoir l'inscrire et donner accès aux professionnels, notamment de la ville, aux documents d'importance du patient. On a aussi les outils numériques comme la IETP aussi à développer. Et puis, un élément important, avec la BNMR, nous allons développer un portail qui est une application maladie rare, mais sur cette application, on pourra avoir un volet pour collecter les données des patients directement des patientreporter.com. Donc c'est un enjeu important qu'on souhaite porter pour la suite également, et qu'il y aura un retentissement. C'est des collectes de données dans le soin, je dirais, mais qui sont ensuite utilisées pour de la recherche, pour des essais cliniques, pour des traitements. Donc c'est extrêmement important aussi, de plus en plus pour nos maladies rares, d'avoir le retour des patients par rapport à nos essais cliniques. Donc on va essayer d'avoir ce portail où aussi on aura le e-consentement, le fait de pouvoir accéder à savoir à quoi ces données ont pu servir. Et bien sûr, on s'articule avec Orphanet. Ce n'est pas du tout là pour remplacer le portail Orphanet, mais un outil très pratico-pratique comme la BNDMR sait le faire, et avec qui on va vraiment travailler encore étroitement pour la suite. On va de plus en plus aussi dans ce 4e plan maladie rare renforcer le lien vers l'Europe, mais avant ça, on a pointé, et là je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup mieux. Alors je suis toujours preneuse de ce que les filières de santé maladie rare peuvent avoir déjà fait sur le sujet, et comment on peut porter peut-être des projets ensemble, les sciences humaines et sociales. On voit que c'est extrêmement important quand même de pouvoir évaluer ou avoir des programmes médico-économiques, d'évaluer l'impact de l'annonce de diagnostic sur la famille, la fratrie. Enfin, il y a énormément de champs en sciences humaines et sociales qui sont à creuser, et je pense que c'est le parent pauvre, et il faudra vraiment qu'on essaye dans le PNMR4 à motiver aussi des équipes de recherche en sciences humaines et sociales pour leur donner des perspectives. Donc c'est là aussi mieux se faire connaître des équipes en sciences humaines et sociales. Je pense que c'est un enjeu très important. Et puis intégrer des recommandations européennes pour nos maladies rares, pour faire un lien renforcé entre nos réseaux européens maladies rares de soins et puis nos centres labellisés ERN, les HCP, les établissements où il y a des HCP européens. Ça, c'est aussi un de nos enjeux pour toute cette partie de l'axe 1, pour améliorer le parcours de vie et de soins. Et cette amélioration de parcours de vie et de soins, il va là aussi se faire sur les territoires, mais aussi se faire à l'Europe, de façon à avoir une dimension et un impact encore plus important. Il faut, pour les maladies rares, ne pas réfléchir qu'au niveau national, mais vraiment avoir en tête cette portée européenne. Cet axe 2 du PNMR4 était déjà bien pointé dans le 3e plan maladie rare. On était sur la question de l'errance diagnostique, des impasses diagnostiques. On ne peut pas concevoir cet axe 2 du PNMR4 sans penser aussi au plan France médecine génomique. On reste toujours, je dirais, en amont et en aval du plan France médecine génomique et du séquençage de débit, et je dirais des 2 plateformes Oragen et Sequoia. Donc dans ce 2e axe du PNMR4, l'idée c'est aussi de renforcer nos observatoires du diagnostic. Vous savez qu'on a tout un travail autour du codage aussi, de mieux décrire de façon phénotypiquement
également les patients en impasse de diagnostic, tout le travail qui se fait ensuite avec des RCP d'amont et d'aval par rapport au séquençage au débit, à la réinterprétation. Et puis dans cet axe diagnostic, on a souhaité dans le PNMR4 entendre aussi l'appel des laboratoires de diagnostic qui regrettaient que dans le 2e et 3e plan maladies rares, ils aient un peu disparu du plan. Ils étaient présents dans le 1er plan national maladies rares et là on a remis des labos de diagnostic. Alors on souhaite sans doute porter des projets avec un CRMR ou un CCMR, évidemment en lien avec la filière de santé maladies rares, mais ce sera en lien avec l'établissement aussi où il y a le laboratoire de diagnostic. Avec des projets, on a repéré que les fameux tests fonctionnels, en fait, il n'y a pas de financement dans les hôpitaux pour ces tests et donc il peut y avoir des grands besoins de les avoir et donc l'idée c'est de pouvoir dans le PNMR4 structurer et avoir des projets à notre humble niveau. Ça pourra peut-être pas tout couvrir mais au moins fluidifier parfois peut-être ces demandes. On a vu lors de la labellisation des filières là au mois de février que certaines filières de santé maladies rares s'étaient déjà engagées sur le sujet. C'est déjà des projets qui sont portés en lien avec les filières de santé maladies rares. Donc ça veut dire que le besoin est là, la dynamique est là et donc à nous aussi de les accompagner dans le PNMR4. Donc les enjeux de recherche, qui dit diagnostic, on va être aussi sur de la réinterprétation de données, des données, donc on va avoir un lien avec le CAD, avec sa partie recherche. Et puis on n'a pas voulu oublier la problématique, les sujets portés par la phytopathologie. Il faut savoir que parfois la phytopathologie peut être en difficulté à la fois pour retrouver ses financements. C'est pas toujours évident dans les hôpitaux, donc à nous de donner une meilleure visibilité, mais aussi pour valoriser l'acte de phytopathologie par rapport au temps passé dessus. Donc c'est un enjeu qui est important et derrière, malheureusement, on a quand même des enjeux qui rejoignent des sujets maladies rares sur ces sujets de phytopathologie. Donc, et puis un dernier point extrêmement important, vous savez que il y a 50 ans, on avait le dépistage néonatal de la phénylcétonurie. On doit renforcer. Ce qui est prévu en 2025 pour le dépistage néonatal, c'est d'avoir 3 nouvelles maladies dépistées. C'est extrêmement important d'accompagner aussi dans le développement, le portage par les filières de santé maladies rares. De plus en plus de candidats médicaments arrivent. On ne peut dépister, diagnostiquer que si on a un traitement, mais au vu des traitements qui potentiellement vont arriver, pour des maladies qui vont être à révélation tôt, dans l'enfance, il faudra sans doute vraiment travailler l'amont pour déposer des projets à la Commission nationale de prospective du dépistage néonatal au sein de du Comité national du dépistage néonatal et qui maintenant va travailler et les filières de santé maladies rares, quand elles auront des sujets, elles auront vraiment à étayer, je dirais, les demandes, les saisines auprès de cette commission. Et donc tout ça, c'est nouveau et tout ça, on aura à le porter dans le 4e plan maladies rares. Donc accompagner les observatoires du diagnostic, on renforce toujours ce lien-là, les registres d'errance et d'impasse diagnostique, sachant que les patients, on a besoin pour envoyer vers le séquençage au débit les patients qui ont été vraiment repérés en étant en réelle impasse de diagnostic. Donc c'est important de bien les repérer. Et puis là, je vous ai évoqué, mais étendre les missions de l'Observatoire du diagnostic des filières à d'autres champs, notamment par rapport aux patients qui ont été dépistés suite à un dépistage néonatal, avoir aussi un suivi de ces patients diagnostiqués après un dépistage, chose qu'on n'avait pas en France, alors que c'était déjà pratiqué. J'avais vu un collègue généticien suédois et c'est déjà fait depuis plus de 20 ans en Suède. Et donc c'est important, grâce à l'outil qu'on a avec la BNDMR, de développer ce volet de suivi, de pouvoir voir le bénéfice d'avoir justement un dépistage avant que les signes cliniques arrivent, avant de pouvoir traiter et de pouvoir évaluer aussi d'un point de vue médico-économique tout l'intérêt de pouvoir avoir fait ce dépistage néonatal. Donc ça c'est important, donc c'est une valorisation de tout ce travail autour de l'observatoire du diagnostic en lien avec la Banque nationale des données maladies rares. Donc je vous ai dit
des enjeux au niveau de la phytopathologie dans son parcours de soins, et on doit à chaque fois, le PNMR4 n'est pas en vase clos, n'est pas tout seul, et donc pour ça on se rapproche des CBDPN, les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, c'est extrêmement important. Et puis également, il y a des enjeux de collecter des données. Il y a un registre phytopathologie qui existe. Donc on est là pour accompagner aussi ces acteurs. Dans le champ toujours du diagnostic, on est beaucoup dans le diagnostic génétique, mais les chiffres sont un peu moins de ce qu'on disait avant. On parlait avant de 80% de maladies rares d'origine génétique. Maintenant, on parle de 72%. Mais on a donc ce lien. L'Agence de biomédecine s'est beaucoup rapprochée du plan national maladies rares et souhaite, dans ce 4e plan maladies rares, avoir une part un peu plus proactive. Et donc, elle va faire une veille, je dirais, prospective, en s'appuyant sur les groupes de travail qui sont au sein de l'Agence de biomédecine, pour pouvoir faire des retours à notre comité opérationnel du PNMR4 réguliers sur différents champs. Notamment, ils ont un groupe de travail sur les données non sollicitées. Ce sont des questions majeures dans le champ de la médecine génomique, et donc c'est intéressant de suivre les discussions de ces groupes de travail et vers quoi on s'oriente. Donc on renforce ce volet prospectif scientifique, le lien avec l'agence de biomédecine, et il y a eu aussi des sujets évidemment autour du diagnostic préimplantatoire et tout ce qui va être dépistage anténatal non invasif des aneuploïdies. Ce sont des travaux qui sont menés à l'agence de biomédecine actuellement, et donc qui concernent des maladies rares et des anomalies chromosomiques. Pour renforcer l'accès au dépistage néonatal, donc 2025, on souhaite vraiment porter les 3 nouveaux dépistages, donc les déficits immunitaires combinés sévères, les DICS, l'amyotrophie spinale infantile, la SMA, et puis le déficit en acyle coenzyme A désodrogénase des acides gras à chaîne très longue, donc plus communément VLCAD, voilà, qui est une maladie du métabolisme portée par la filière G2M. L'idée, c'est aussi de renforcer les filières de santé maladies rares. Des filières de santé maladies rares ne sont pas toutes au fait. Il y a une culture, je dirais, du dépistage néonatal. Alors évidemment, G2M, la filière des maladies métaboliques, a ça, je dirais, dans son ADN depuis bien avant, je dirais même les plans maladies rares. Mais on a vu avec la SMA, la filière Finemus a dû s'acculturer aussi au dépistage néonatal, qu'est-ce que ça implique, etc. Et donc il y a aussi des potentiels médicaments dans d'autres filières de santé maladies rares. Donc il y aura à accompagner peut-être des spécialistes qui n'étaient pas sujets au dépistage néonatal, aux enjeux qu'ils portent, pour pouvoir les accompagner sur les algorithmes de dépistage qui existeront, etc. Donc ça, c'est important aussi de porter ce sujet en interfilière, parce que le dépistage néonatal est un enjeu très important et doit être vraiment très structuré pour qu'on puisse, quand on a vraiment un médicament qui arrive, qui est extrêmement important, qu'on peut traiter le plus rapidement possible, etc., il faut qu'on ait pu travailler en amont suffisamment tôt pour pouvoir donner tous les éléments ensuite à la HAS pour qu'elle puisse rendre son avis sur le dépistage, s'il est opportun ou pas. Donc ça, c'est un enjeu important. On doit aussi travailler avec les conseillers en génétique. De plus en plus, alors les conseillers en génétique sont sous la responsabilité du généticien, mais on a de plus en plus d'endroits, d'hôpitaux, où on a en fait ces conseillers en génétique qui sont là en soutien des centres de référence maladies rares, avec toujours en tandem avec le généticien. Mais je cite l'exemple à Rennes, par exemple, Sylvie Audan aide, il y a des conseillers en génétique dans des centres de référence maladies rares. Donc ça aussi, c'est des pistes qui nous a semblé très importantes dans le 4e plan maladies rares. Et puis, on doit travailler évidemment avec le PFMG. Je vous ai parlé des expertises fonctionnelles. Il y a des laboratoires de biologie de référence, des LBMR. On doit voir si nos sujets qu'on va porter, on les porterait pas avec eux et les centres de référence. Donc, tout ce qui est information de votre part, si vous avez... on aura besoin de tout le monde pour travailler. Donc, on va faire des demandes de candidature aux filières pour pouvoir dire, moi, ce champ-là m'intéresse, etc.
On a besoin de gens spécialistes sur ces sujets. Donc, et on travaille aussi en lien avec nos collègues au ministère de la Santé, parce qu'on peut être en amont aussi les RIHN 2.0, où on doit organiser des collectes de données, et toujours grâce à la BNDMR, on peut faciliter ces collectes de données également dans ces tests fonctionnels. On a des enjeux toujours dans le diagnostic pour mieux diagnostiquer, mieux dépister, mieux diagnostiquer, des enjeux de formation. On a parlé de la médecine scolaire pour diagnostiquer plus tôt, pour mieux informer, des infirmières de pratique avancée, des techniciens biologistes. On a vu que dans la formation, la phytopathologie allait former leurs techniciens à la phytopathologie, et des nouveaux métiers, en tous les cas, qu'on appelle des coordonnateurs de parcours maladies rares, de façon à soulager et accompagner les centres. Sur notre sujet toujours du diagnostic, on a des enjeux de recherche pour accompagner les évolutions de technologie, et on a eu à travailler dans le 4e plan maladies rares avec l'Agence de l'innovation en santé. On a vu que sur la thématique de la recherche, on a la médecine génomique, le dépistage néonatal qui arrive. Donc, c'est des sujets qui sont encore dans la recherche, mais qui sont déjà portés dans d'autres pays européens. Je pense à la Belgique, où il y a un très beau projet depuis Laurent Servet depuis 3 ans sur de la médecine génomique pour du dépistage néonatal. Et donc, c'est des sujets qui vont être coordonnés avec l'appel à projet prévention de l'AIS. Je pense qu'il faut avoir bien ça en tête aussi dans les sujets recherche autour du diagnostic avec la médecine génomique. Et puis, on a, je dirais, toujours là, on retrouve le parent pauvre, mais comment faire pour soutenir des programmes de recherche en sciences humaines et sociales. On a vu le lien avec, lors du précédent PNMR3, on avait le European Joint Programme, le GPRD, qui avait porté des projets en sciences humaines et sociales. RDRA va également porter des projets en sciences humaines et sociales. Je pense que pourquoi ne pas réfléchir aussi à des projets SHS à l'échelle européenne, coordonnés, portés avec nos centres, mais aussi d'autres pays européens. Et c'est là où le maillage avec nos réseaux de HCP et de RN peut être utile pour porter des projets ambitieux en sciences humaines et sociales sur l'utilisation de la génomique. On a vraiment également des enjeux sur l'utilisation et la réutilisation des données des systèmes d'info. Tout le lien qu'on a porté avec la BNDMR qui a créé, je dirais, un algorithme pour la prescription, pour la e-prescription vers Oragen et Sequoia, et faciliter la collecte de ces données et cette e-prescription pour faciliter la vie des centres. Donc la BNDMR est là présente aussi. On a également des chaînages avec le système national des données de santé, de faire le lien, et puis le lien évidemment au niveau du diagnostic avec des projets européens. On pense au projet Solverdi qui existait pour la réinterprétation d'exomes. Et donc, on aura un lien important à faire, nous, avec notre projet Jardin et le projet européen RDRA, puisque on a des personnes qui sont, c'est l'ERN des maladies rares neurologiques, qui est piloté en Allemagne par Holm Gassner, et qui est à la fois dans notre projet Jardin, pour l'action Conjoint de Jardin, mais aussi dans le projet européen, porté par l'INSERM, ambitieux, qui est le projet RDRA. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous avez donc, avec mes slides, tout le graphique qui expose cette structuration avec tous nos différents partenaires, et on voit bien que le PNMR4 n'est pas seul. On doit vraiment travailler avec tout cet écosystème, et comme vous, centre de référence filière de santé maladies rares, vous n'êtes pas seul. Vous devez, votre richesse, c'est d'interagir les uns avec les autres, et c'est tout ce que les filières de santé maladies rares ont pu apporter. On a pointé le fait dans le 4e plan maladies rares, que l'axe traitement avait été toujours, c'est un peu notre parent pauvre. Trop peu de nos maladies rares ont encore un traitement dans l'indication de la maladie. Et donc, on souhaite, et je dirais que c'est là où l'enjeu avec les industriels, avec les biotech, avec le développement d'essais cliniques, pour les ultra rares, on a des enjeux majeurs au niveau des traitements et des partenariats
stratégiques qu'on va pouvoir nouer avec des partenariats publics-privés. C'est extrêmement important pour nourrir, je dirais, cet enjeu au niveau des traitements. On doit s'adosser avec des collectes de données en vie réelle, on doit s'adosser sur des collectes robustes sur le long terme et qui ne s'arrêtent pas, je dirais, quand l'essai clinique est fini et où on n'a plus accès aux données, qui s'arrêtent aussi pour évaluer la performance du traitement à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, comment le traitement continue à être efficace. Je pense à des MTI, à des thérapies géniques. C'est extrêmement important pour les centres de pouvoir bien suivre leurs patients sur le long terme. Donc on aura développé, on travaille aussi beaucoup avec le programme France 2030 sur tout cet enjeu des thérapies. On a eu beaucoup, l'AIS a été très présente et elle va continuer à être très présente, notamment avec notre groupe interfilière qu'on va valoriser, qu'on va renforcer, et également les 23 filières de santé maladies rares avec des temps de pharmaciens supplémentaires pour organiser ce groupe interfilière de l'Observatoire des traitements pour vraiment travailler soit les accès précoces, mais aussi les cadres de prescription compassionnelle. Donc c'est le lien, comment on embarque l'AHAS, l'ANSM, mais aussi la CPAM. On voit au niveau également national, de la coordination nationale, comment en cas de rupture, en cas de difficultés sur les terrains, on est un circuit pour pouvoir faire remonter les situations d'urgence, je dirais, auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie. Ça aussi, c'est un acteur qui est extrêmement important, avec qui on a moins l'habitude de travailler, sauf peut-être une exception, je pense à la filière G2M, qui a, à partir des années 90, déjà travaillé beaucoup. Au départ, c'était pour le gaucher et avec Céredase, Cérésime, mais ensuite, ça a développé des liens et je pense qu'il faut vraiment que ce lien qui existe pour cette filière puisse exister aussi pour les 22 autres filières de santé maladie rare, parce qu'on a vraiment des dynamiques importantes et des besoins de réponse sur ces sujets-là. Donc la mise en place du set de données minimum traitement, également la collecte de données en vie réelle, cet enjeu majeur qui a été fait et ce très beau projet qui a été fait avec la HAS, avec la NSM, avec les filières de santé maladies rares. Je pense à Laura Tourviel qui vraiment coordonne ça avec le griotte de façon de main de maître et il va falloir renforcer, l'aider dans son travail. Je sais que la filière FAI2R a beaucoup aidé dans le groupe de travail de l'axe 3 du PNMR4. Il y a vraiment eu un très grand engagement, notamment d'Éric Achula sur ce sujet-là. Donc, merci beaucoup. Et c'est parce que ce sujet est majeur pour la suite dans le PNMR4. Donc voilà les enjeux. Des enjeux, là aussi, on n'est pas tout seul. On doit travailler avec cet écosystème. Et puis l'idée étant de pouvoir renforcer le passage de nos preuves de concept à la clinique, le translationnel à la clinique, les essais cliniques et comment on s'appuie aussi sur des projets de recherche et comment on nourrit le soin et la recherche pour porter concrètement des projets, des financements et toute la difficulté d'aller financer des projets de recherche où les thérapies, la bioproduction coûte cher. Et donc, comment on peut travailler aussi sur les partenariats publics-privés. C'est un enjeu qui est beaucoup traité dans RDRA, sur le projet INSERM européen, mais qui doit avoir une application au niveau national. Et donc, c'est tout un travail aussi à construire, évidemment, avec le LEM et avec le groupe maladies rares du LEM, pour pouvoir porter des essais cliniques aussi sur des ultra-rares et peut-être une recherche académique. On parle de plus en plus aussi d'une production, je dirais, académique également pour certaines thérapies et c'est des enjeux à suivre dans ce 4e plan maladie rare qui existe déjà en Europe puisqu'on a à Berlin avec la Charité, on a également à Barcelone avec une production de Cartecel et donc comment on embarque ce sujet dans le PNMR4. Toujours sur ces enjeux de traitement, renforcer la recherche pour développer de nouvelles thérapies. On doit pouvoir vraiment s'adapter aux spécificités des maladies rares et puis très rapidement, on souhaite mettre en place vraiment des groupes de travail, un groupe de travail. L'AIS, je pensais pour accélérer la mise en place des essais cliniques, il y a tout un travail aussi qui a été porté avec la HAS. Il y a des fast tracks pour les autorisations d'essais cliniques dans le cadre du règlement européen et comment ensuite on décline ça au niveau
national. On a également l'idée, il y a eu tout un sujet aussi sur le repositionnement de molécules, surtout pour des molécules innovantes récentes. Comment on fait pour réduire le risque de ces dispositifs de repositionnement sans porter préjudice à l'indication brevetée. Donc ça fait partie des sujets qui sont inscrits dans le PNMR4 qu'on va avoir à traiter parce que ce sont des sujets d'importance qui ont été vraiment remontés lors des groupes de travail du PNMR4. Pour pouvoir développer des nouveaux modèles économiques aussi dans les maladies rares, on a vu qu'il y a aussi des nouvelles façons de faire des essais cliniques. On pense aux jumeaux numériques, à de nouvelles méthodologies d'essais cliniques pour les ultra-rares, pour les rares. C'est aussi des nouvelles méthodologies qu'on doit pousser à la HAS et qu'on doit travailler. L'AIS a été très soutenante sur ces sujets-là. Donc, on doit travailler aussi avec eux. Et puis, il y a le sujet de créer un groupe de travail pour organiser le financement et le développement de thérapies ultra rares sans modèle commercial. C'est aussi un enjeu. Si on veut parler d'équité et d'accès à des traitements, il faut penser à ceux qui sont très, très, très rares, qui sont pas forcément... qui sont très nombreux en termes de maladies, puisqu'on estime qu'on a vraiment 85% des maladies qui vont être concernées des ultra-rares. Et en fait, le gros des patients en maladies rares couvrent 400 maladies. Donc, on a un décalage entre des ultra-rares qui concernent beaucoup de maladies avec très peu de malades, et puis d'autres, environ 400 maladies qui vont couvrir, je dirais, un peu plus de 2,5 millions de personnes sur les 3 millions de patients atteints de maladies rares en France. Donc ça, c'est des enjeux majeurs qui ont été pointés également dans le PNMR4. Et puis, on doit organiser toujours cette collecte des données en vie réelle, tous ces accès précoces, ces CPC, le compassionnel, voir comment on peut aider à collecter ces données pour voir l'impact et le bénéfice des traitements dans le temps. Donc pour ça, on s'organise avec Bamara, comment travailler une interopérabilité. Et puis aussi, à partir du moment où on parle de CPC, de repositionnement de molécules, comment on peut aussi avoir des modalités grâce à Bamara pour pouvoir signaler des effets indésirables de façon plus rapide et pouvoir alerter tout de suite au moindre souci. Un enjeu aussi important qui est arrivé dans le 4e plan maladie rare, c'était toutes les questions autour des dispositifs médicaux. On souhaite dans le 4e plan maladie rare développer un set de données minimum aussi pour les dispositifs médicaux, pour pouvoir évaluer aussi le bénéfice du dispositif médical qui aura été initié dans le champ des maladies rares. On a un lien avec l'Europe. Vous avez des projets européens, notamment un projet européen qui s'appelle Darwin, qui s'appuie sur de la collecte de données en vie réelle. Et il faut vraiment qu'on puisse s'aligner autour de nos collectes de données en vie réelle nationales et de voir comment on se projette avec nos ERN pour pouvoir déployer un set de données minimum traitement, collecte de données vie réelle, qui puisse être aligné aussi avec nos ERN, ce qui donnerait une force de frappe et des patients et des données encore plus complètes, puisqu'on aurait 27 pays de l'UE embarqués dans cette action. Pour soutenir l'accès à l'innovation thérapeutique, donc il y a des enjeux européens, c'est ce qu'on porte toujours dans Jardin. RDRA le porte énormément également, donc l'INSERM, on doit s'articuler et travailler ensemble, donc développer, je vous l'ai déjà évoqué, ce fameux set de données minimum traitement. Pour finir, on a besoin d'infrastructures. On a vu que la collecte des données dans le soin alimente à la fois le parcours de soins, le parcours du diagnostic, le parcours du traitement. Donc, on doit organiser cette collecte de données. Donc, il y a eu des financements importants déjà du 4e plan maladie rare pour déployer des personnes en ARC et Tech. On a aussi des enjeux d'intelligence artificielle pour pouvoir faciliter le remplissage des bases de données. Je pense au projet de recherche CDEAI où FAI2R est très présent. Donc ce projet de recherche du PNMR3 sur les cohortes maladies rares. Donc c'est extrêmement important de voir les retours de ces projets de recherche pour pouvoir voir ensuite dans la vie réelle et en pratique
comment concrètement on met ça dans les dossiers patients informatisés pour aller nourrir Bamara. C'est des objets, des enjeux très importants. Et donc, on a à la fois des enjeux territoriaux pour collecter des données. On voit l'importance des hôpitaux, des directions hospitalières, des DIM, des DSI et également des DPO, parce qu'il y a tout le lien avec le RGPD. Mais comment on fait pour pouvoir faciliter ce travail? Donc, on a ces infrastructures, renforcer les moyens humains pour renforcer la collecte des données, faciliter une alimentation automatisée de Bamara, et ça reprend des enjeux qui avaient été pointés par le Haut Conseil de la santé publique lors de l'évaluation du troisième plan maladie rare pour poursuivre le développement d'outils numériques, le fait de faire converger le plus possible toutes nos bases de données pour pouvoir centraliser les informations, travailler sur l'interopérabilité des bases de données. Donc on va s'appuyer, vous savez que la Banque nationale des données maladies rares fait partie du catalogue du Health Data Hub, l'idée étant pouvoir vraiment de chaîner le plus possible avec les données de SNDS, de pouvoir voir le parcours de la maladie, mais même en amont du diagnostic, de voir, je crois que la filière FAI2R avait travaillé ce sujet, de voir peut-être des médicaments qui soient un peu des médicaments d'alerte pour se dire, oulala, quand on a telle ou telle combinaison, finalement, on s'aperçoit que ça, on s'oriente vers telle maladie rare de la filière FAI2R. Donc, je me souviens de ce sujet-là. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer aussi sur toutes les autres collectes de données qu'on a autour de l'écosystème maladie rare pour toujours donner plus d'informations. Donc, renforcer l'usage de cette collecte, simplifier le recueil du consentement du patient avec notre plateforme, avec cet outil qu'on va développer avec la BNDMR, où on pourra récolter les données des patients, etc. L'idée, c'est aussi de pouvoir trouver ce consentement dynamique et ce e-consentement à cet endroit-là, sur un espace sécurisé pour le patient. Et puis, l'idée étant aussi, sur cet axe 4, un peu infrastructure, de continuer à travailler et de voir comment renforcer évidemment la collecte de données entre Bamara et France Cohorte. Il y a des enjeux qui ne sont pas encore aboutis, qui sont majeurs. On ne met pas les choses sous le tapis, mais on a vraiment à travailler. On sait toute la complexité qu'il y a pour accompagner aussi cette connexion entre des données de soins et des données de recherche. On est vraiment très proche également de nos partenaires du ministère de la Recherche sur ces sujets-là. Et puis, on doit ne pas oublier aussi tout ce qui va être collection d'échantillons biologiques, comment on va pouvoir alimenter aussi, faire le lien entre la donnée et puis l'échantillon biologique et faire le lien avec les codes ORFA et de retrouver nos maladies rares aussi dans les structurations des collections d'échantillons biologiques. C'est un sujet qui a été beaucoup travaillé donc, dans cet axe 4, où France 2030 est également très présent. Je pense à Céline Verschuys aussi, qui était qui a relu cette partie-là du PNMR 4, qui était aussi dans notre groupe de travail et qui est dans ce groupe leader piloté avec France 2030 pour les collections d'échantillons biologiques. Donc ça, c'est un enjeu aussi important qui n'apparaissait pas dans le PNMR 3, qu'on a souhaité renforcer, et puis toujours faire le lien avec l'Europe, renforcer les synergies aussi avec nos cohortes de recherche. Je pense à Radico, il reste encore quand même des données qui ont été remplies dans le cadre de la recherche dans Radico, et donc faire le lien avec France Cohorte et la BNDMR, et puis ensuite tout le travail qu'on porte avec Jardin pour pouvoir alimenter les registres européens dans l'espace européen et faire le lien avec aussi le European Health Data Space et comment on se coordonne avec toute cette nouvelle réglementation qui arrive sur l'espace européen des données de santé. Donc voilà les 4 axes brossés de façon très rapide. Hein. Vous pourrez évidemment retrouver mes slides, et puis sur le site du ministère, trouver les 96 pages, si vous avez le courage, du PNMR 4. Je vais quand même finir par... alors en France, on n'aime pas parler d'argent, mais quand même, c'est important que vous ayez une idée de ce qu'on finance, le ministère de la Santé, en tous les cas pour la partie DGOS.
On a pu, grâce à ce 4e plan maladie rare, et heureusement on avait anticipé l'an dernier la recherche de ces fonds, en accompagnant le nouveau centre de référence maladie rare, on s'était aussi projeté avec mon adjoint sur l'impact que ça pouvait avoir pour les filières de santé maladie rare, pour les plateformes d'expertise maladie rare. Donc ça nous permet de dégager des financements également supplémentaires pour pouvoir faire des appels à projets avec les nouvelles thématiques qu'on a pu porter dans ce 4e plan maladie rare. Donc un plan maladie rare, c'est un peu plus de 222 millions d'euros, 223 millions d'euros, pardon, par an financés. Il faut que vous sachiez que c'est unique en Europe. On est le seul pays européen à financer à ce niveau-là. En ce moment, je fais le tour, je dirais, des plateformes d'expertise maladie rare. J'ai pu aller à Strasbourg, j'ai pu aller à Clermont-Ferrand, à Marseille, je vais demain à Brest. Et donc, c'est important que vous sachiez qu'on fait très attention aussi au dernier kilomètre. Ce financement, on est vigilant, il y a des circulaires, on fait des courriers à vos établissements. C'est extrêmement important que ce financement aille au bout, parce que nous, à la fin d'un plan, on doit aussi évaluer par rapport aux appels à projets qu'on a portés, par rapport à tout ce qu'on a financé. Et donc, il faut vraiment que vous puissiez remplir les missions que vous avez acceptées pour faire de l'éducation thérapeutique du patient, des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, et puis d'autres projets qui seront portés dans le 4e plan. Donc ça, c'est important. Donc nous, on travaille le plus possible vraiment en lien avec les directions hospitalières pour aider à vraiment flécher et que vous ayez ce financement. Et puis voilà comment on se répartit ce financement. Il faut que vous sachiez que la majeure partie de notre enveloppe quand même va pour le financement des centres de référence. Donc on a plusieurs MIG pour faire cela. On a le financement des filières de santé maladie rare qui nous accompagnent pour déployer les actions du plan. On a également des financements pour l'Observatoire du diagnostic, mais avant, les financements pour les plateformes d'expertise maladie rare. Dans ce 4e plan maladie rare, on les consolide un peu plus. Au départ, normalement, c'était transitoire, notre financement. Là, on l'a officialisé, entériné. On va sans doute faire tout un procédé un peu de labellisation comme on a pour nos centres. On doit aussi voir les missions socles que les plateformes maladie rare, d'expertise maladie rare portent, et puis après certaines peuvent avoir des variabilités. Donc on a ça à construire dans le 4e plan maladie rare, et donc on a toute cette action. Donc j'ai mis des petites vignettes aussi pour FAI2R, dans le sens où sur les différents axes et les différentes actions, on a vraiment un rôle majeur pour nous. Et chaque année, on fait une réunion annuelle avec les filières de santé maladie rare pour l'Observatoire du diagnostic, pour l'Observatoire du traitement. Donc, on continue à financer ces observatoires dans le 4e plan maladie rare. On a toutes les questions aussi des PNDS. On a encore beaucoup de chemin à faire. On a bien augmenté dans le 3e plan maladie rare en passant de 50 PNDS au début du plan et un peu plus de 400 maintenant à la fin du 3e plan maladie rare. Mais au vu du nombre de maladies rares que nous avons, il y a encore des chantiers à entamer, et c'est extrêmement important. Bien sûr, on soutient toujours nos réunions de concertation pluridisciplinaire. On soutient nos ERN français, coordonner les coordinations françaises. Et puis, dans ce 3e plan maladie rare, on met un accent et on aura des appels à projets dédiés. Donc, on est aussi très en attente d'idées de votre part pour lancer des appels à projets ville-hôpital pour pouvoir soutenir le parcours du patient. Et c'est extrêmement important, et je pense que les filières de santé maladie rare vont nous aider vraiment à porter ce lien ville-hôpital. C'est des enjeux de formation, mais pas que. C'est tout le champ de la scolarité, c'est tout le champ aussi de l'employabilité. On a travaillé aussi avec cet écosystème, parce que le parcours du patient ne se résume pas à la journée ou aux 2 jours qu'il va passer dans l'année à l'hôpital, mais le parcours du patient, c'est tous les jours qu'on doit pouvoir l'accompagner le mieux possible. Donc un grand merci pour votre engagement du terrain, et voilà mon mot de conclusion pour ce PNMR4 et tout le travail qu'on va pouvoir encore faire ensemble dans les 5-6 prochaines années jusqu'en 2030.
on a encore de beaux projets à faire ensemble. Et l'avantage, c'est qu'on est une communauté maladie rare, je pense, extrêmement soudée, avec les patients et les associations au cœur de nos actions, et de façon à pouvoir travailler de façon la plus fluide possible entre le ministère, les ministères, et puis les filières de santé maladie rare, les centres de référence maladie rare et les centres de compétences maladie rare. Merci pour tout et à très bientôt.